Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Frédéric Lynn, Les hommes libres. Donc c'est un livre qui raconte l'engagement d'un jeune Français aux côtés des séparatistes du Donbass en 2014-2015. C'est donc un récit de guerre, ce qui me pose le problème classique de quelqu'un qui doit faire une note de lecture sur une fiction, à savoir est-ce que je vais raconter ce que raconte la fiction, ou est-ce que je vais aller directement aux conclusions qu'on peut en tirer. Alors je vais faire un peu un entre-deux, je ne vais pas raconter dans le détail la fiction, je vais en donner les grandes lignes quand même pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a concrètement dans le livre, ce que ça raconte, et puis ensuite je vous dirai quelles conclusions je pense qu'on peut en tirer. Qu'est-ce qui a amené Frédéric Lynn à partir dans le Donbass? Il l'explique très bien. On est en 2014, les événements viennent de se dérouler dans l'est de l'Ukraine, qui ont abouti à une sorte de partition de fait. Et lui, il est là, il est en France. Bon, il a fait quelques études en histoire. C'est quoi son destin s'il reste en France? Il va peut-être devenir prof dans la lamentable éducation nationale française, quoi, voilà, ou quelque chose de cet ordre. Ça ne représente aucun intérêt, il faut reconnaître. Euh, il en a marre de faire partie de ces Français qui regardent passer le train de l'histoire en rigolant, mais qui finalement ne montent jamais dedans. Il en a marre d'un pays qu'il définit de la façon suivante, le maternage de l'État castrateur pour maintenir le pouvoir des mafias de grabataires. C'est la perception qu'il a de la France de 2014, perception d'ailleurs qui me paraît assez bien vue. Il a aussi derrière lui de nombreuses années de militantisme. C'est un ancien militant et cadre de Troisième Voie, le mouvement fondé par Serge Ayoub, mouvement qui a été dissous par la suite après l'affaire Esteban Morillo, Clément Méric. D'ailleurs, Lynn explique qu'il connaissait personnellement Esteban Morillo. Ça ajoute sans doute une raison de plus à son départ, c'est-à-dire que peut-être finalement que si Troisième Voie n'avait pas été dissous en France, il se serait investi dans le militantisme en France. Cette dissolution, finalement, le place dans une situation où il se retrouve un peu tout seul, et il le dit lui-même, il a peur de péter les plombs. Il a peur de faire une bêtise. Au moins dans le Donbass, il va avoir de l'action, et là, ça ne sera pas des bêtises, ça sera quelque chose qui va servir à quelque chose. Alors il a des idées politiques qui sont assez claires et assez structurées, ce qui n'est pas fréquent à son âge, hein. En général, avant 30 ans, les gens ont des idées politiques assez floues. Lui, semble-t-il, a ses opinions déjà bien arrêtées à cet âge-là, à 20 ans et quelques. Donc, sa priorité, c'est le renversement du système en place. Son analyse, c'est que tant que ce système n'aura pas été renversé, on n'ira nulle part. À partir de là, étant donné que la priorité, c'est le renversement du système en place, sa priorité n'est pas le combat entre gens qui veulent renverser le système. Ça, on verra après, éventuellement. Donc c'est un nationaliste français qui est prêt, comme il le dit lui-même, à s'allier avec les rouges. Le but étant, je cite toujours, de créer une situation d'anarchie, voire de guerre civile. Il assume le fait qu'il veut la guerre civile. Bon, personnellement, je veux dire que c'est là que je ne le suivrai pas, mais bon, c'est son point de vue. Et il veut, en tout cas, une situation d'incertitude nationale.
Il estime que pour ça, il faut disposer de soutien extérieur pour pouvoir agir en France, d'où son intérêt pour la Russie, d'où le Donbass. Je crois qu'il explique très bien les raisons qui pouvaient pousser des militants nationalistes français à aller combattre du côté des séparatistes du Donbass. Finalement, pour quelqu'un qui a envie de renverser le système, qui pense que ça va passer par une phase d'incertitude nationale violente, c'est une école. Là, il peut observer in vivo ce que c'est qu'une phase d'incertitude nationale, parce que dans le genre incertitude nationale, l'Ukraine en 2014 en fait difficilement mieux. En janvier 2014 a été fondée à Belgrade une petite association Unité continentale. Dans un premier temps, cette association a surtout une activité de propagande. Elle distribue le journal Le Lys Noir, qui est un journal qu'on va dire anarcho-royaliste. Elle soutient l'armée arabe syrienne, la République arabe syrienne dans la guerre en Syrie. On va y trouver toutes sortes de gens en fait qui, par adhésion aux idées politiques, vont se joindre au groupe. Et en particulier, on va y trouver 4 personnes qui vont décider d'aller dans le Donbass et qui vont effectivement y aller. Et ce petit groupe de 4 personnes, je vais vous passer les gens qui se sont amalgamés, qui sont repartis, je vais vous passer les détails de l'histoire, finit par déboucher dans le Donbass quelques mois plus tard. Alors, c'est à noter, et c'est le premier enseignement qu'on peut tirer du récit de Lynn concernant la guerre du Donbass, c'est à noter que pour eux, ça n'a pas du tout été facile d'arriver au Donbass. Les Russes les ont pas du tout aidés. Ils sont allés une première fois en Russie avec des visas touristiques. Donc ils ont été pris en charge à ce moment-là par des contacts qu'ils avaient noués sur place avec des Russes qui soutenaient la rébellion séparatiste du Donbass. Et puis au bout de quelques temps, on leur a dit en fait, ça va pas être possible. On veut pas vous faire rentrer au Donbass dans l'immédiat parce que vous êtes venus avec des visas touristiques et donc si dans quelques semaines vous êtes blessé au Donbass, les visas seront expirés et par conséquent vous ne pourrez plus repasser par le territoire de la Fédération de Russie. Donc on ne pourra pas vous exfiltrer en cas de blessure. Alors, Frédéric Lynn, à ce moment-là, se fait la réflexion suivante. Il se dit vraiment, ces Russes sont pas bien organisés parce que ils auraient quand même pu penser à monter une boîte bidon capable de donner des faux permis de travail pour que les gens puissent avoir des visas. Moi, je crois que les Russes ne sont pas si mal organisés que ça. Que ce qui a dû se passer, d'après le récit de Frédéric Lynn, c'est que quand les Français sont arrivés là-bas, il a fallu le temps qu'une décision soit prise sur qu'est-ce qu'on allait faire de ces types-là. Il faut se mettre à la place des autorités russes. On est à un moment où elles ont été prises de court par les événements au Donbass. Il est très probable que ces républiques séparatistes, en fait, Poutine n'en voulait pas. Lui, il aurait préféré avoir des régions pro-russes clairement à l'intérieur de l'Ukraine pour peser de l'intérieur en Ukraine, ce qui s'est passé avec Kharkov. Et le séparatisme du Donbass est un phénomène qui a été produit en grande partie par des initiatives locales, venant d'une part sans doute du fait que un au moins des grands oligarques ukrainiens basés à Lugansk ne s'est pas retrouvé dans le régime mis en place autour de l'oligarque Poroshenko, et venant aussi et surtout du fait que les populations du Donbass, effrayées par la propagande ultranationaliste ukrainienne, se sont réellement révoltées contre quelque chose qu'elles ont perçu comme le retour en fait des fascistes de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il faut se souvenir à cet égard que en Ukraine, la Seconde Guerre mondiale a aussi été une guerre civile. Parce que l'ouest de l'Ukraine a très bien accueilli les Allemands quand ils sont arrivés, alors que, effectivement, dans l'est de l'Ukraine, qui est russophone, très majoritairement, et en Crimée, l'arrivée des Allemands a tout de suite été perçue comme une invasion, l'invasion de territoire russe. Il y a eu des Ukrainiens qui se sont battus du côté allemand à l'époque. Alors, selon un parcours assez bizarre, puisque, en gros, en 41-42, les Allemands n'ont pas voulu la pointe des Ukrainiens. Ils sont à l'époque où ils pensent qu'ils vont gagner facilement, et donc, dans la rhétorique nazie de l'époque, les Ukrainiens sont des sous-hommes slaves. Et puis après, il y a Stalingrad, et puis après, on s'aperçoit que ça va pas être si facile que ça, et donc à ce moment-là, la, la SS essentiellement active en quelque sorte son idéologie pan-européenne, et là, d'un seul coup, finalement, on remesure l'angle facial et la forme du crâne des Ukrainiens, et finalement on dit oui, non, mais c'est pas pareil, c'est des pas des Slaves, enfin oui, mais non, enfin, ouais, non, mais c'est bon, ça va. Et on leur file un uniforme allemand, et on les envoie se faire tuer pour le Grand Reich. Bon. Et il y a eu une division SS ukrainienne. C'est le souvenir de ça, souvenir d'ailleurs réactivé par les groupes qui ont eux-mêmes fait la révolution du Maïdan, et il y a un certain nombre de groupes parmi les gens du Maïdan qui se réclament de la filiation de ces indépendantistes ukrainiens qui se sont battus dans la SS, eh bien c'est le souvenir de ça qui a provoqué la révolte du Donbass. Et donc les Russes ne sont pas forcément fans de cette révolte, donc déjà c'est très compliqué à la base, et ensuite ils voient arriver ces Français là qui viennent comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ils sont arrivés à Rostov chez leurs amis russes, qui se sont dit, avant de les envoyer de l'autre côté de la frontière à Donetsk, on va, on va vérifier que le centre à Moscou est d'accord. Et le centre à Moscou leur a dit, oui, non, vous nous les renvoyez à Budapest d'où ils viennent, vous leur dites qu'il faut le temps de leur faire des visas permanents, on les garde au frigo là et puis on verra bien après. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Et c'est pas un problème de non-organisation, je pense que c'est vraiment une décision politique. Et ça se voit par le fait qu'ensuite, ils ont décidé de retourner dans le Donbass, par leurs propres moyens, sauf que cette fois, ils sont passés par Moscou, où on les a retenus, les services russes, le FSB, les ont identifiés et les ont expulsés, retour à Budapest. Alors comment ils ont fait pour arriver quand même dans le Donbass? C'est là que ça devient très comique. Comme l'État russe ne voulait pas les laisser combattre pour les séparatistes du Donbass, eh bien ils sont passés par l'Ukraine. Alors Lynn raconte leur périple, comment ils ont traversé toute l'Ukraine pour aller se battre du côté des séparatistes dans le Donbass. Ça paraît impossible a priori, mais en fait on comprend quand on lit son récit que c'est très possible, parce que tout ça se passe à l'été 2014, c'est un bordel absolument remarquable l'Ukraine à ce moment-là, la révolution du Maïdan vient d'avoir lieu, le nouvel État ukrainien, parce qu'en fait c'est quasiment un nouvel État qui doit se mettre en place à ce moment-là, n'a pas fini de se mettre en place. Il y a encore des transports en commun entre les zones ukrainiennes, entre Kharkov par exemple, et Donetsk. Et donc ils traversent cette Ukraine, on ne va pas dire en plein chaos, car ça paraît pas violent du tout ce qu'ils racontent, mais plongé dans le désordre. Et ils prennent un train pour Donetsk. C'est assez étonnant parce que Donetsk à ce moment-là est déjà en état de siège, mais il y a des trains qui font la liaison Kharkov-Donetsk. Alors ça s'explique par le fait que le siège de Donetsk à ce moment-là, c'est pas un siège au sens classique du terme.
C'est pas une ville qui est complètement encerclée, on peut pas y entrer, on peut pas en ressortir. C'est plutôt que autour de Donetsk, il y a des groupes pro-Maïdan et une armée régulière ukrainienne, d'ailleurs, d'après ce que peut voir Lynn, fort peu motivée pour tirer sur ses propres compatriotes, qui maintiennent une sorte de pression vague. Il y a des groupes séparatistes qui défendent la zone de Donetsk en installant des blocs-postes le long des principales voies d'accès. Et le conflit se déroule en grande partie à l'intérieur même d'ailleurs de la ville de Donetsk ensuite, parce qu'il y a constamment des infiltrations de groupes pro-Maïdan à l'intérieur même de Donetsk. Donc ils prennent le train est quand même arrêté en cours de route, ça devient trop dangereux parce qu'il y a des bombardements, et quelques jours plus tard ils trouvent un bus qui les amène jusqu'à Donetsk. Ça leur permet à ce moment-là de se joindre à une première milice séparatiste. Ils entrent dans ce qu'on appelle le bataillon Vostok, un groupe d'à peu près 2000 hommes, d'après Lynn à ce moment-là. Donc cette première expérience va leur permettre de voir fonctionner une brigade séparatiste à l'été 2014 à Donetsk. Alors il faut bien dire que ce que raconte Lynn, c'est une réalité assez minable. Il y a de très gros problèmes logistiques d'abord. L'alimentation est très mauvaise. L'armement est rare et léger. Et en pratique, les hommes sont répartis en deux catégories. Ceux que Lynn appelle les Coréens, parce qu'il trouve qu'ils ressemblent aux soldats de la guerre de Corée, et ceux qu'il surnomme les Cowboys, parce qu'ils sont mieux équipés. En gros, le travail des Coréens, c'est de tenir des blocs-postes. Celui des Cowboys, c'est les actions mobiles, éventuellement quelques actions offensives. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins mal équipés. Les anciens militaires du groupe de Frédéric Lynn dispensent à ce moment-là une formation militaire à leurs camarades venus de la vie civile. Et certains rebelles d'ailleurs y participent, ce qui fait que je pense qu'à ce moment-là, le groupe de Lynn a vraiment joué un rôle positif du point de vue des séparatistes, parce que il a amené la compétence, le savoir-faire que pouvaient avoir d'anciens sous-officiers et petits gradés de l'armée française. La réalité que décrit Lynn, c'est quand même aussi beaucoup un chaos généralisé à Donetsk, où en fait, on a du mal à savoir qui fait la guerre à qui et de quel type de guerre il s'agit. La mission principale, officielle, on va dire, du groupe auquel Lynn se joint, c'est de trouver et de détruire les groupes de diversion ennemis infiltrés dans Donetsk, mais aussi les pillards et les dealers de drogue. Tout ça se déroule dans un contexte où on a un petit peu du mal à faire la différence entre les gens qui sont des politiques et les gens qui sont des mafieux. Lynn décrit par exemple la rencontre entre son commandant de compagnie et son commandant de brigade. Est-ce que c'est vraiment différent de la rencontre entre un capo régime et un capo dans la mafia? On présente les comptes, on explique voilà, j'ai fait tel travail pour sécuriser telle zone, j'ai dû engager des dépenses pour nourrir les hommes, mettre de l'essence dans les voitures, les munitions, etc. Et puis le commandant de brigade tend une grosse liasse de bifton pour dire bah voilà pour couvrir tes dépenses. À quel moment on sait vraiment que le commandant de brigade c'est un politique qui répond à un agenda politique? Ce qu'on voit très bien dans le récit de Lynn, c'est que, en tout cas au début, avant que les républiques autoproclamées du Donbass commencent vraiment à s'organiser en un nouvel État, la distinction entre soldats, brigands, truands, milices d'autodéfense locale, tout ça c'est pas très net.
D'ailleurs, il y a des affrontements entre séparatistes. Sur le plan des tactiques militaires, c'est très frustre. Mais il y a des initiatives locales, il y a des groupes qui savent mieux s'organiser que d'autres. Et ce qui est très frappant, c'est la percussion entre la technologie contemporaine et une réalité qui a pratiquement régressé en amont des États modernes. Donc vous avez des groupes, par exemple, qui se fabriquent eux-mêmes des espèces de cartes d'état-major avec des captures d'écran Google Earth. Et ça engendre parfois une sorte de collision comique entre la manière de combattre, disons, ex-soviétique, qui vient directement de ce qu'était finalement l'armée rouge de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire très grande rétention d'informations, on dit rien aux simples soldats, hein. Il est bon qu'à se faire tuer dans des assauts frontaux. Et puis ces technologies contemporaines qui permettent aux soldats de s'informer eux-mêmes parce que, curieusement, dans ce système où tout s'est écroulé, il y a du Wi-Fi partout. Parce que l'ancien système ukrainien, apparemment, c'était le Wi-Fi gratuit tous azimuts. Et ça a été maintenu. Ce qui fait qu'on a des soldats, des miliciens du Donbass, qui prennent l'habitude de taper carte du front dans Google, si vous voulez, et qui sont comme ça mieux formés, mieux informés que leurs propres officiers, qui eux-mêmes fonctionnent à l'ancienne méthode soviétique et sont victimes de la rétention d'informations de leur hiérarchie. Les anciennes méthodes soviétiques sont d'ailleurs aussi présentes dans le mode de fonctionnement de l'armée régulière ukrainienne, que Lin décrit en 2014 en tout cas, comme une troupe vraiment pas très efficace, puisqu'elle a en face d'elle des séparatistes qui sont pas bien organisés, pas bien armés, et ça suffit finalement pour l'arrêter. Et en particulier concernant les bombardements qui tuent pas mal de civils à Donetsk, Lin explique qu'à son avis, ça n'est pas forcément volontaire. L'armée ukrainienne, bon, il donne des détails techniques que je ne vais pas commenter parce que je ne suis pas capable de les expliquer honnêtement, mais d'après lui, l'armée ukrainienne a en quelque sorte l'habitude de bombarder avec une précision qui est celle des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, en gros. C'est pas la précision des artilleries contemporaines. Et ça fait une très grosse différence pour les civils parce que ça veut dire que quand les Ukrainiens veulent détruire un objectif, ils sont obligés de taper large parce qu'ils ne sont pas précis dans leur bombardement. Au bout de quelques semaines à Donetsk, le groupe de Lin repasse en Russie parce qu'ils ont un certain nombre de choses à voir à Rostov. Alors, ce qui est très frappant dans ce que raconte Frédéric Lin, est très très drôle, très ironique, c'est qu'en fait on s'aperçoit que c'est plus compliqué à ce moment-là d'aller du Donbass en Russie que d'aller du Donbass en Ukraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la guerre entre le Donbass et la Russie. Simplement, il y a une frontière qui est tenue par les gardes frontières russes. Cette frontière a été sécurisée, elle a même été minée par endroits, parce que les Russes ne veulent pas d'infiltration à travers leurs frontières. Ils ont manifestement voulu cantonner le bordel, pour dire les choses simplement, à l'est de l'Ukraine. Mais ils ont voulu bien pouvoir filtrer tout ce qui viendrait de l'est de l'Ukraine dans la Fédération de Russie. Et donc, c'est plus compliqué d'aller en Russie qu'en Ukraine, quand on est un séparatiste à l'époque du Donbass. Et c'est même tellement compliqué qu'au passage, ils vont être interpellés par les gardes-frontières russes. Et alors les gardes-frontières du FSB vont être bien embêtés, parce que, bon, ils vont assez vite comprendre à qui ils ont affaire, et il va y avoir une discussion entre eux, dont Lin va être témoin, qui est très révélatrice, je trouve. Il y a un des gardes-frontières qui va dire à un autre, bon ben, écoute, tu vois bien qu'ils sont de notre côté, ces gars-là, laisse-les filer. Et l'autre va lui dire, ah bah oui, mais le problème c'est que maintenant j'ai rempli les papiers, j'ai signalé l'affaire,
je ne peux plus les laisser filer, il y a une procédure à suivre. Donc comment ça va se passer? On va les mettre dans un bus. En cours de route, ils vont prendre contact avec leur téléphone portable avec la personne qui devait les accueillir à Rostov. Ils vont passer cette personne au chauffeur du bus. Le chauffeur du bus va discuter un moment avec la personne en question, le chauffeur du FSB, donc un garde-frontière. Et à ce moment-là, on va les faire descendre du bus en leur disant voilà, vous venez de vous évader d'un transfert du FSB. Personne n'a pris d'initiative, c'est simplement les Français qui se sont évadés. Ils seront planqués après dans une planque du Parti national-socialiste russe. Quand ils reviennent de leur aventure à Rostov, les types d'unités continentales vont changer de brigade. Alors ils ne sont plus dans la brigade Vostok, ils vont rentrer dans la brigade Fantôme du commandant Mozgovoy. Manifestement, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que cette brigade-là est mieux organisée ou est-ce que c'est parce que le temps a commencé à permettre aux structures du Donbass de se mettre en place? Mais l'état de chaos où se trouvait Donetsk et Lugansk quelques mois plus tôt n'est déjà plus tout à fait d'actualité. La structure que décrit Lynn est beaucoup plus organisée, avec une discipline qui commence à être instaurée. D'ailleurs, Mozgovoy sera connu pour faire exécuter des soldats coupables de viol, ce qui dans toutes les armées est un signe de discipline et du fait que l'armée commence à avoir des comportements de troupes régulières. Parce que ça veut dire qu'on commence à se préoccuper plus sérieusement de la façon dont on va être perçu par les populations civiles, ça veut dire qu'on commence à vouloir stabiliser la situation. La situation sur le plan économique dans les territoires séparatistes au deuxième semestre 2014 est très précaire. Donc ça veut dire que dès le départ, avant même que la guerre civile ne perturbe les circuits logistiques et économiques, on est sur des territoires pauvres. Tout se règle en argent liquide. La monnaie reste la grivna ukrainienne, en tout cas au début de la guerre. On voit aussi, cela dit, circuler des roubles, des dollars. Bref, on se débrouille. Ça explique que la logistique des rebelles soit aussi défectueuse. Tout simplement, dès le départ, si vous voulez, ils partent d'une base économique qui est très basse. Suite des événements, au niveau d'unité continentale, alors c'est là que je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Il est question d'un comportement qui, semble-t-il, va leur valoir la méfiance de la hiérarchie de leur brigade. Ça, c'est l'interprétation de Frédéric Lynn. Encore une fois, moi, j'y étais pas. Je peux pas savoir comment ça s'est passé. En tout cas, unité continentale va se trouver relativement marginalisée. Le groupe va commencer à exploser. Les choses ne se passent pas bien du tout avec le commandant Mozgovoy. D'après Lynn, ça a failli tourner à l'affrontement direct, ce qui, étant donné les rapports de force sur place, ce serait très mal terminé pour les gens d'unité continentale, parce qu'ils sont quelques dizaines à ce moment-là, alors qu'en face, ils sont plusieurs milliers d'hommes de la brigade Fantôme, la brigade du commandant Mozgovoy. Ça n'ira pas jusque-là, mais finalement, le groupe Unité Continentale, après s'être délesté d'un certain nombre d'éléments espagnols en particulier, communistes espagnols, qui n'ont pas supporté la marginalisation du C, l'unité continentale, par la brigade de Mozgovoy, le groupe a quitté cette brigade et est parti combattre sur le front de Mariupol. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, ça ne me regarde pas, mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que ce que montre très bien Lynn, c'est pourquoi, dans ce genre de guerre non linéaire, il est impossible en fait de classifier précisément beaucoup d'acteurs.
les engagements sont révisables et ils se déroulent en réalité à plusieurs niveaux. Les individus rentrent dans des compagnies. En Syrie, on dirait des katibas. Au Donbass, on dit des compagnies. Ces compagnies font allégeance à des brigades. Les individus peuvent, s'ils ne se sentent pas bien dans une compagnie, passer dans une autre compagnie. Ça se passe plus ou moins bien. C'est un peu dangereux pour l'individu qui fait ça. Il risque d'être perçu comme un traître. Son commandant de compagnie peut décider qu'on va l'exécuter, mais finalement, s'il part très vite, en profitant d'une opportunité pour aller tout de suite dans une autre compagnie, comme on ne veut pas se fâcher avec l'autre compagnie, ben on le laisse partir. Et puis les compagnies elles-mêmes peuvent changer de brigade. C'est ce que fait Unité Continentale à un moment. À partir de là, ça n'a aucun sens de chercher à classifier de façon précise tel ou tel groupe rebelle. Dans ces guerres non linéaires, il est très difficile d'opposer, comme on le fait par exemple en Syrie, des rebelles modérés à des rebelles non modérés. Parce que tout se recompose en permanence. Et le témoignage de Lynn, qui nous apporte sur le fonctionnement des guerres non linéaires un regard de terrain, qui nous manque par ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui racontent concrètement ce qu'ils ont vu dans ces guerres, eh bien ce témoignage montre très bien ça. Ce que montre aussi le témoignage de Lynn, que ce soit avec la brigade Mosgovoï ou plus tard sur le front de Mariupol, c'est pourquoi une partie de ce que nous ont dit les pro-séparatistes est vraie et une partie n'est pas vraie. Vous savez, à l'époque, je me souviens, j'écoutais les comptes rendus que faisaient différents acteurs, dont Xavier Moreau. Et je me souviens très bien que Xavier Moreau nous avait dit deux choses. Il nous avait dit les combattants du Donbass sont les meilleurs combattants d'Ukraine. C'est normal, c'est un pro-russe, il était pour les pro-russes, donc voilà, c'est les meilleurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lynn montre très bien qu'une partie des combattants du Donbass sont, je le cite, des clochards armés qui émergent très temporairement de leur éthylisme avant d'y retomber. Et qu'à l'inverse, en face, à un moment dans son parcours sur le front de Mariupol, il s'est trouvé en face des types du bataillon Azov et il a constaté que le niveau militaire était en fait bien meilleur. Mais en même temps, Xavier Moreau nous a dit aussi autre chose. Il nous a dit, ça va être très difficile pour les Ukrainiens parce qu'ils vont avoir en face d'eux des gens qui ont la mentalité du soldat français de Verdun. Des types qui se battent en se disant que derrière eux, il y a leur village, leur famille, leur maison. Et là, par contre, c'est vrai. C'est-à-dire que ce que montre très bien Lynn, c'est que s'il y a dans les troupes séparatistes, donc des, je cite, clochards armés qui sont en fait des poivreaux intégraux, il y a aussi tout simplement le brave homme du Donbass qui est persuadé, peut-être à juste titre, que les gens qu'il a en face de lui sont le retour des envahisseurs nazis de la Seconde Guerre mondiale, et qui va se battre pour sa terre. Qui lui n'est ni un clochard, ni un ivrogne, qui est souvent un ouvrier ou un paysan se battant pour sa terre. Et Lynn montre très bien que ça fait, dans ces cas-là, d'excellents combattants extrêmement motivés, et en particulier beaucoup plus motivés que les soldats de l'armée régulière ukrainienne, qui souvent doivent un petit peu se demander qu'est-ce qu'ils viennent faire là, à tirer sur des gens qu'on leur présente par ailleurs comme leurs compatriotes, qu'est-ce que ça veut dire. Lynn décrit par exemple un soldat séparatiste qui s'est en quelque sorte bricolé lui-même un fusil de précision avec une lunette d'approche, qui tient à jour lui-même la carte des positions adverses en face de son village, qui les reconnaît régulièrement, qui tient à jour sa carte, et qui fait littéralement la chasse à l'Ukrop. Ils appellent comme ça les Ukrainiens là-bas, les Ukrop.
Le départ de lignes d'unité continentale s'est fait dans le cadre plus général de l'explosion du groupe, qui s'est fait donc en deux temps. Un premier temps quand les Espagnols sont partis après la marginalisation d'unité continentale au sein de la brigade Fantôme, la brigade Mosgovoy. Et un deuxième temps après un combat en janvier 2015 qui s'est mal passé parce qu'il était mal préparé. Alors ça, c'est pas la responsabilité des gens d'unité continentale, ils ont été pris dans un mouvement général déclenché par des séparatistes visiblement qui n'étaient pas militairement très compétents dans cette zone. Et en face, ils sont tombés sur des Ukrainiens réellement motivés, puisque c'était les gars du bataillon Azov. Donc ça s'est pas bien passé, Lynn a été blessé. Ça lui a permis de découvrir la médecine au Donbass, c'est-à-dire en gros la médecine ex-soviétique. On peut rester blessé pendant des heures et souffrir beaucoup sans recevoir d'injection de morphine. Enfin, c'est pas la médecine militaire contemporaine de l'OTAN, clairement. Bon, à la suite de cette blessure, lui prend en tout cas la décision de quitter Unité Continentale. Et après une explication un petit peu compliquée, bon bah on le laisse partir parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement. À partir de là, le récit de Lynn change de nature puisque ça devient finalement plus intéressant. Il nous parle moins des démêlés internes de son petit groupe de Français, il nous parle de la réalité du Donbass, de la réalité novorusse qu'il a vécue en intégrant plusieurs unités successivement, dont entre autres une brigade cosaque. Alors ça c'est une expérience assez extraordinaire, je dois dire que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une brigade cosaque ? Comme il le dit lui-même de façon très claire, c'est un instrument de la guerre non linéaire menée par la Fédération de Russie en Ukraine. C'est-à-dire que les gens qui disent qu'il n'y a pas de troupes russes en Ukraine, à la fois disent vrai et disent faux. Ils disent vrai en ce sens qu'il n'y a pas d'unité constituée de l'armée russe en Ukraine. Il n'y a pas d'intervention directe de l'armée russe en Ukraine. Mais en même temps, il y a par exemple des troupes cosaques qui sont formées pratiquement à 50% par d'anciens soldats russes, soit qui sont retraités, soit qui sont officiellement en congé sans solde. Manifestement, c'est au minimum toléré par les autorités de Moscou. Alors c'est vraiment des unités cosaques qui maintiennent les traditions cosaques. Les types se rasent une partie de la tête. Il y a des femmes dans ces unités, parfois combattantes. Il y a un rapport particulier aux morts, ça c'est, je pense, lié à l'orthodoxie. Dans le monde orthodoxe, les morts sont présents parmi les vivants. À bien des égards, les orthodoxes sont restés proches, je crois, de ce qu'était le christianisme au premier millénaire en Occident, en Europe de l'Ouest plus exactement, car à l'époque on ne peut pas encore vraiment parler d'Occident, justement. Il faut lire Ariès, L'homme devant la mort, pour comprendre ça. Alors ça explique par exemple une caserne cosaque où on va trouver dans le couloir des portraits des hommes de la compagnie qui sont tombés au feu les mois précédents, avec une petite bougie allumée devant chaque portrait. Vraiment un autre monde. Là, on entre vraiment dans le monde russe. Lynn décrit d'ailleurs ce monde de façon, je dirais, très conforme à ce que j'en ai entendu de la part de tous les gens qui y ont vécu. Avec les bons et les mauvais côtés. Donc les bons côtés, d'abord, c'est une générosité qui est difficilement compréhensible pour un Européen. Les Russes ont, semble-t-il, une capacité extraordinaire à accorder une amitié totale, illimitée.
une fois qu'un Russe a considéré que vous étiez son ami, vous avez quelqu'un, si vous voulez, qui va être prêt éventuellement même à risquer sa vie pour vous. C'est pas un problème. Moi, ça me fait toujours penser à un livre que j'ai lu. Vous savez, moi, je vois tout par les livres, hein, c'est un peu mon défaut. Les récits du pèlerin russe. Bon, c'est un mystique, un moine errant qui se promène à travers la Russie à pied en faisant ce qu'il appelle la prière du cœur. C'est-à-dire qu'il essaye plus ou moins de prier au rythme de sa marche, au rythme de son cœur, etc. Bah, pour quelqu'un qui ne croit pas au surnaturel, bah, tout simplement, ça ressemble un peu à de l'auto-hypnose quand même, mais enfin bon, c'est son truc. Et il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Le, bon, il a des ennuis avec des gens qui l'agressent, etc. Et puis, ensuite, il va rencontrer des militaires. Alors, il y a un capitaine qui va lui donner une pièce en or, parce qu'il est content de lui, je ne sais plus pourquoi. Et qu'est-ce qu'il va faire avec sa pièce en or? Alors écoutez bien, bon, il ne voit rien à en faire, parce qu'il a besoin absolument de rien. Lui, pour être heureux, il a juste besoin de marcher à travers la Russie en vivant d'aumône. Hein, du moment que il a un feu pour se chauffer l'hiver et une miche de pain et un bol de soupe, il est content, le gars. Bon, pas compliqué au moins. Donc qu'est-ce qu'il veut faire avec sa pièce en or? Alors il court derrière des bagnards pour leur donner la pièce en or. Je sais plus pourquoi. Bon, enfin, je veux dire, vous lisez ça, vous comprenez pourquoi le capitalisme n'a pas pu se développer en Russie. Je veux dire, niveau préférence pour les revenus différés, zéro quoi. Je veux dire, ça n'existe pas, ça n'est même pas concevable. Et bah, le monde que décrit Lynn est un peu comme ça, avec donc ce bon côté qu'on a affaire à des gens, comment dire, qui mettent en pratique au quotidien une sorte d'éthique de la générosité, du don de soi, absolu et sans réfléchir, quoi. Bon. Après, le côté négatif, qui est évidemment la rançon de ce côté positif, c'est que à partir du moment où finalement les types ont d'une certaine façon abdiqué, enfin c'est pas qu'ils ont abdiqué, parce qu'en même temps ils peuvent être très courageux, très téméraires, mais il y a un côté je m'en foutiste absolu, quoi. Je veux dire, et Lynn a cette expression assez drôle. La langue de son bouquin est assez savoureuse. Il dit les Russes sont organisés comme des putes sans cul. Il y a une incapacité à s'organiser, forcément. Avec des types, vous leur filez une pièce en or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'investir en calculant un taux de rendement. Pas du tout, ils vont courir derrière des bagnards pour leur offrir la pièce. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez organiser avec des gars comme ça? Donc du coup, bon, rien à foutre de rien, on se fatigue pas, et ça explique aussi leur façon de combattre. C'est-à-dire que Frédéric Lynn explique, ils vont pas se prendre la tête à organiser des briefings, à calculer, etc. Allez, vodka pour tout le monde et on fonce. 40% de taux de perte, pas de difficulté. Bon. C'est ce qu'il décrit, ça correspond à ce que m'ont confirmé les gens qui ont vécu là-bas. Il y a une grande partie de la Russie, le vrai monde russe, la vraie Russie profonde, pas les bobos de Saint-Pétersbourg ou Moscou. Là, eux, ils sont occidentalisés, c'est différent. Mais la vraie Russie profonde, c'est vraiment ça. Petit à petit, en bourlinguant pendant quelques mois, Lynn va aussi s'apercevoir d'un certain nombre de bizarreries qu'il n'explique pas, mais qui sont très intéressantes. D'abord, il va s'apercevoir que, manifestement, dans certaines unités, lorsqu'il y a des occasions de vraiment faire mal à l'adversaire, on fait exprès de ne pas les saisir. Il raconte avoir discuté avec un gars qui n'a pas de raison a priori de considérer comme non fiable, qui lui dit qu'il avait repéré une très grande concentration
de matériel qui était facile à détruire parce que, justement, il était très concentré. Il suffisait de balancer quelques roquettes là-dedans et ça faisait un carnage de matériel. Il a signalé ça au QG de sa brigade et puis qu'il ne s'est rien passé. Que le QG de la brigade a refusé d'attaquer et de bombarder, un peu comme si en fait on cherchait à ne pas trop nuire à l'ennemi. Donc en fait, l'impression que ça donne, c'est que ce que décrit Frédéric Lynn, c'est un état de ni paix ni guerre, entretenu par des gens finalement que ça arrange. C'est-à-dire qu'il faut voir que, étant donné que le camp séparatiste lui-même, à cette époque-là, en 2015, est traversé de tensions très fortes, Lynn d'ailleurs sera témoin de la mise au pas de sa brigade cosaque par le gouvernement qui est en train de se mettre en place dans la République autoproclamée. Comme par ailleurs Moscou ne veut pas d'un processus d'escalade au Donbass, au contraire, Moscou veut une désescalade. Comme du côté ukrainien, finalement, on peut penser que Kiev n'est pas très pressé de reprendre le Donbass, parce que si on le reprend après, il va falloir l'administrer. Et puis il y a le risque de provoquer une vraie réaction russe. Et l'armée ukrainienne n'a absolument pas les moyens de faire face à l'armée russe. On se retrouve dans une situation un peu bizarre, finalement, où ça arrange tout le monde que la guerre traîne à faible intensité. Alors on s'arrange pour faire un peu la guerre à l'adversaire, mais pas trop, pour pas le provoquer, pour que surtout ça ne dégénère pas. C'est une situation assez bizarre. Alors, Lynn raconte, à la fin de son livre, sa rencontre avec les hommes de l'unité de reconnaissance Rusich. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et je dois dire d'assez difficile à comprendre. Les hommes de l'unité de reconnaissance Rusich sont des nationaux-socialistes, païens pratiquants. Leur présence dans le camp séparatiste, a priori, est incompréhensible puisque l'idéologie officielle du Donbass, des séparatistes du Donbass, est une idéologie antifasciste au sens de l'antifascisme d'État soviétique. Alors, ce qu'on comprend au récit de Lynn, c'est pourquoi des nationaux-socialistes pur fruit, comme ça, peuvent se battre du côté du Donbass, alors que, logiquement, leur place serait du côté de leurs frères du bataillon Azov. La réponse est donnée par un des membres de Rusich, je cite, « Tant qu'on peut manger de la viande grillée, baiser des belles filles, tuer des gens et aller au Valhalla, ça me va. » Bon, c'est-à-dire que vous avez des gens comme ça, finalement, ils se cherchent une guerre, ils ont dû considérer à un moment que pour telle ou telle raison, ils préféraient se battre du côté des séparatistes du Donbass, même s'ils sont officiellement antifascistes, plutôt que du côté ukrainien. Peut-être parce que fondamentalement, ils ont moins de problèmes avec Poutine qu'avec l'OTAN, je ne sais pas. Alors voilà, ils vont se battre du côté des séparatistes du Donbass. Comment expliquer que de leur côté, les séparatistes les aient acceptés alors qu'officiellement ils ont une idéologie antifasciste? Je crois qu'il y a deux explications. La première, c'est tout simplement que quand on fait la guerre, on fait feu de tout bois. Bon. Voilà, bon alors, il veut quoi celui-là? Il est prêt à se battre pour nous parce qu'il veut mourir à la guerre pour aller au Valhalla. Bon d'accord. Il se bat pour nous. Ah très bien. Et qu'il aille mourir à la guerre pour aller au Valhalla, c'est très bien. Pas de problème. Bon. Et puis une autre raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que antifasciste dans le Donbass, antifasciste au sens soviétique du terme, ça ne veut pas du tout dire la même chose que antifa au sens occidental du terme. Un antifa au sens occidental du terme, c'est un type qui est inscrit dans un récit qui fait en gros de la Seconde Guerre mondiale un détail de l'histoire des chambres à gaz, qui est dans l'affirmation récurrente de la solidarité avec Israël, et qui est
dans l'opposition, d'une manière générale, aux valeurs traditionnelles. Alors évidemment, il y a des antifas qui ne correspondent pas tout à fait à ce portrait type-là, mais c'est l'image générale de l'antifa occidentale. L'antifasciste, au sens ex-soviétique du terme qu'on va trouver dans le Donbass, c'est très différent. D'abord, il n'y a pas du tout d'obsession de la Shoah, d'obsession de la question juive. Du point de vue des Ukrainiens de l'Est, du point de vue des gens du Donbass, des Novorusses si vous préférez, la question juive est secondaire dans la question de la Seconde Guerre mondiale. Le fasciste, c'est pas d'abord celui qui a persécuté les juifs. C'est celui qui a démoli la moitié de l'Union soviétique et provoqué la mort de 20 millions au moins de citoyens de l'URSS. Par ailleurs, les valeurs de ces antifascistes de l'Est sont en fait beaucoup plus proches des valeurs des gens qui aujourd'hui en France se font traiter de fachos que des valeurs des antifas. Le Donbass, c'est aussi la zone où le commandant Mosgovoï avait pris un certain nombre de mesures dans les territoires qu'il administrait en faveur d'un retour à la place traditionnelle des femmes. Ce qui lui vaut d'ailleurs une très mauvaise image dans les milieux antifa européens. Donc tout ça fait que, si vous voulez, c'est pas aussi aberrant qu'on pourrait le croire de se retrouver comme ça avec des néo-païens nationaux-socialistes pur fruit se battant dans le camp des séparatistes au Donbass. Alors toujours sans entrer dans les détails, comment se termine l'aventure de Monsieur Lin, eh bien, à un certain moment, il considère en gros qu'il a épuisé ses réserves de chance. Il décide donc de quitter le Donbass. Ça se fait manifestement avec l'accord des autorités locales et des autorités russes. Donc il se déclare tout simplement, il passe la frontière. C'est redevenu possible plus facilement parce que, en fait, on comprend très bien ce qui s'est passé. Une fois le Donbass stabilisé, une fois que les Russes ont pu faire le tri de qui était qui là-dedans et de comment on allait faire pour que ça ne dégénère pas davantage, à ce moment-là, la Russie a réouvert en partie sa frontière avec la Novorussie. On voit très bien que, du point de vue du centre moscovite, ce qui a été priorisé, c'est la stabilité, le caractère contrôlable de la situation. Donc, Lin, à ce moment-là, quitte le Donbass, repasse en Russie. Il se déclare en présence illégale sur le territoire. Bon, ça lui vaut une amende réglementaire de 5000 roubles, et il a 10 jours pour quitter le territoire, ce qui se fait sans difficulté. Il est présenté avant de partir à monsieur Igor Girkin, dit Strelkov. Il reçoit une décoration russe. Les Russes aiment beaucoup les décorations, pour le remercier de son aide au peuple russe. Tout ça se passe à Moscou. Et lui est très content de la façon dont ça se passe parce que, dit-il, il a toujours soutenu la ligne Strelkov-Mosgovoï. Voilà l'histoire. Alors, en synthèse, quelle conclusion j'en tire personnellement ? Première conclusion, en fait, ce que m'ont dit les pro-Donbass et ce que m'ont dit les anti-Donbass sur cette histoire, eh bien tout ça est vrai. C'est-à-dire que paradoxalement, quand vous avez des pro-Donbass qui vous disent le Donbass c'est un territoire en lutte pour sa liberté, ils disent la vérité. Mais quand vous avez des anti-Donbass qui vous disent le Donbass c'est quelque chose qui est massivement soutenu par Moscou et c'est une ingérence russe en Ukraine, ils disent la vérité aussi. Les deux récits ne sont pas incompatibles, ils se superposent. Deuxième enseignement, si on veut comprendre les événements, la bonne grille de lecture est locale et même très locale.
il y a un cadre général qui est lié à l'action des grandes puissances, qui est lié aux négociations entre Kiev et Moscou, qui est lié aux accords de Minsk, etc. Mais ce cadre général ne permet d'expliquer que les grandes tendances qui vont se produire petit à petit sur la durée. Si on veut comprendre les événements à un instant T dans une guerre non linéaire comme ça, il faut accepter d'entrer dans l'étude de ce qui se passe localement. Parce que très souvent, en fait, on s'aperçoit qu'une guerre non linéaire comme ça, c'est pas une guerre entre deux camps. C'est des guerres civiles emboîtées dans des guerres civiles. Chaque camp est divisé contre lui-même. Chaque fraction de chaque camp est elle-même divisée contre elle-même. C'est un principe général de désaffiliation, d'allégeance fluctuante. Et à partir de là, si vous voulez, si on veut comprendre pourquoi, alors qu'il y a un cessez-le-feu, il y a un endroit où telle brigade bombarde telle brigade, il faut s'intéresser à la brigade qui bombarde, et même souvent à la compagnie dans la brigade, qu'est-ce qu'elle cherche à faire à un instant donné. Et enfin, troisième enseignement, il y a tellement de choses dans le récit de Lynn qui rappellent ce que j'ai lu dans les livres que j'ai lus sur les Français qui sont partis combattre en Syrie du côté de l'État islamique ou du Front al-Nosra, que ça ne peut pas être une simple coïncidence. C'est parce qu'il y a une tendance de fond. Ce qui est en train de se passer tout simplement, c'est que la société française est de moins en moins inclusive, et en particulier à l'égard de sa jeunesse. Elle est de moins en moins capable d'inclure en elle, d'incorporer en elle ce que sa jeunesse peut lui apporter. C'est vrai des jeunes issus de l'immigration musulmane dans les banlieues, mais c'est vrai aussi d'un enfant de la classe moyenne française comme Frédéric Lynn. Alors évidemment, Lynn, n'étant pas musulman, ne va pas aller combattre dans les rangs de l'État islamique. Évidemment, comme il vient de la classe moyenne française, il a un bagage culturel beaucoup plus élevé qui lui permet d'écrire un livre, et même un très bon livre, et il est clair que la plupart des types qui vont combattre dans l'État islamique ne peuvent pas faire la même chose. Mais au fond, c'est le même mécanisme qui est en train de se produire sous nos yeux, la désaffiliation de la jeunesse, qui commence à aller se chercher des... Voilà en gros les conclusions que je crois qu'on peut tirer de ce livre, que clairement je vous recommande, si vous voulez passer un bon moment en lisant des choses qui sont souvent drôles, assez passionnantes je dois dire, avec un récit hors norme, d'une aventure hors norme, et en plus en apprenant pas mal de trucs assez instructifs. Les hommes libres de Frédéric Lynn. La guerre du Donbass vue par un engagé français. La prochaine vidéo sera la vidéo d'actualité d'avril, où on va faire, comme promis, un point spécial 6 mois. 6 mois après la sortie après la fin de la rédaction plus exactement, de mon petit bouquin Voir Macron, qui est un bouquin de prospective sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et son contexte. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les scénarios qui semblent être en train de se réaliser? Quels sont ceux qui semblent ne pas être en train de se réaliser? Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et donc je vous dis à bientôt.